Bonjour et bienvenue dans le talk show Tartines et Chocolat, le tout premier podcast de la marque, à retrouver également en IGTV sur notre compte Instagram ainsi que sur YouTube. Un talk show bienveillant dédié à la parentalité. Un talk show qui vous accompagnera dans chaque étape de votre vie de parent ou futurs parents. Des intervenants divers, spécialistes, professionnels de santé, jeunes mamans et papas, qui vous partageront leurs conseils et petits tips indispensables pour vous aider dans cette aventure. Un talk show ouvert et libre dans lequel nous vous donnerons la parole et répondrons à toutes vos questions. Ce talk show, nous le dédions à vous, parents, mais aussi et surtout à tous nos enfants, à leur bonheur et à leur épanouissement. Très bonne écoute. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode du talk show Tartines et Chocolat, nous avons décidé de mettre à l'honneur les papas. Nous avons donc la joie d'accueillir dans notre boutique du 266 boulevard Saint-Germain 2 papas ainsi qu'une jeune maman. Un épisode drôle, touchant et émouvant dans lequel Jules, Alexandre et Eleonora vous partageront expériences et conseils. Ils vous parleront du rôle du papa au sein de la famille et de l'importance de ce lien si fort entre l'enfant et son parent. La grossesse, l'accouchement, le retour à la maison avec la charge mentale de la maman, mais aussi l'allongement du congé paternité pour lequel Alexandre s'est battu. 45 minutes pour vous, futurs papa poule, mais aussi pour toutes les super mamans qui nous écoutent. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Merci d'être là pour nous partager votre expérience et vos conseils sur le rôle de papa dans la parentalité. Donc Jules, toi tu es influenceur, mannequin et le jeune papa de Paola, 8 mois. C'est ça. Et dont tu t'occupes avec ta conjointe Agatha à temps plein. Ouais. Donc toi Alexandre, tu es auteur, influenceur et papa de Ambre, 2 ans et demi. Tu as écrit un livre, Je ne m'attendais pas à ça, aux éditions Larousse, dans lequel tu nous livres un témoignage drôle, touchant et sincère sur ta relation de papa avec Ambre. Donc tu t'es battue pour l'allongement du congé paternité et tu t'engages chaque jour sur ton blog Papa Plume pour l'égalité homme-femme au sein d'une famille. Eleonora, toi tu es auteure, conférencière, coach en maternité et jeune maman d'un petit Alphonse Léoné, 11 mois. Oui. Donc tu as sorti ton dernier livre, Ma grossesse plaisir, aux éditions Flammarion, un ouvrage à mi-chemin entre un livre de recettes aux illustrations magnifiques et un livre d'accompagnement sur la grossesse et la parentalité. C'est exactement ça. La maman est au cœur de mon ouvrage. Et donc pour commencer ce nouvel épisode du talk show Tartines et Chocolat, nous allons parler grossesse. Jules, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment vous aviez pris conscience que vous alliez tous les deux devenir papa ? La première fois qu'on nous le dit, on essaie de s'imaginer, mais on ne réalise pas totalement. Après, il y a l'échographie, on commence à réaliser peut-être qu'on va être papa. Mais je trouve que concrètement, c'est plus tard. Parce qu'on se dit oui, on va être papa, mais on ne réalise pas vraiment 100%. Même aujourd'hui, j'ai peut-être encore un peu de mal à être 100% réalisé, peut-être 100%. Mais bon, en fait, je pense qu'il n'y a pas un moment ou un déclic où on se dit allez, aujourd'hui, c'est bon, je suis papa. Je pense que c'est une évolution dans le temps, quoi. Un chemin. Ouais, c'est ça. Non, moi je suis assez d'accord avec Jules. C'est vrai que devenir papa, c'est un chemin qui commence avant la naissance, dès l'annonce de la grossesse, et puis jusqu'à la fin de sa vie, parce que finalement, on apprend tous les jours des choses sur notre vie de papa. Maintenant, moi, il y a un événement qui m'a quand même plus bouleversé que les autres, c'est la première fois que j'ai entendu le cœur battre dans le cabinet de la gynéco, où là, je me suis dit, attends, mais c'est minuscule, ça fait la taille d'une lentille, enfin, j'ai plus trop la comparaison en tête, mais c'est minuscule, c'est impalpable, c'est invisible, parce que le ventre est encore tout plat, et il y a un cœur qui bat, quoi. Là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment réalisé que j'allais devenir papa à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai réalisé qu'il y avait une vie dans le ventre de Marianne et que j'allais être responsable de cette vie, quoi. Et ça, c'est quand même un premier pas. Puis après, il y a le choc de la naissance, quoi. Où là, tu as ta fille entre les bras, t'as son odeur, sa peau, tu la découvres, c'est encore autre chose. Et puis, tous les bonheurs après du quotidien, voilà. Je peux en parler 10 heures. Donc. Je crois que les liens du bébé avec sa maman et avec son papa, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et qui est une espèce de sainte trinité qui va aboutir
au moment de la naissance du bébé, mais qu'en engageant les papas depuis les tout débuts, c'est très important, ils vont se sentir justement co-responsables de ce qui arrive physiquement uniquement à la femme, mais pas que, parce qu'il y a plein d'occasions où en fait les maux de grossesse sont ressentis également par les papas, surtout s'il y a beaucoup d'empathie vers leur femme chérie. Et une anecdote sur la découverte du sexe de bébé? Moi, c'était pendant le premier confinement. On n'avait pas le droit d'accompagner notre femme lors de l'échographie. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'on s'est mis d'accord. Elle n'a pas voulu savoir le sexe pendant l'échographie. On a ouvert le document tous les deux dans la voiture, sur le parking, quoi. Du coup, on a appris comme ça tous les deux en même temps. Bah, c'est drôle parce que moi, alors pour Ambre, ça s'est fait de manière plus classique parce que c'était hors Covid. Donc c'était à Barcelone où finalement je l'ai appris en me disant es una niña, donc je l'ai appris en espagnol. Pour notre petit garçon qui arrive en août, on a fait quelque chose de différent parce que déjà on hésitait à connaître le sexe ou pas. Finalement, on s'est décidé à le connaître, mais on a hésité. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que Marianne ne voulait pas le savoir en même temps que moi, parce que c'est son anniversaire, et du coup, elle voulait que je lui fasse la surprise. Donc en fait, dans le cabinet de la gynéco, elle a fermé les yeux, et la gynéco a projeté des lumières de couleur au plafond. Et donc, bon, c'est un peu genré, mais bleu, c'était garçon et rose fille. Et du coup, moi, je l'ai su avant elle, j'ai gardé le secret pendant une semaine. Et le jour de son anniversaire, j'avais acheté un ballon, un énorme ballon que j'avais suspendu. Et du coup, il y avait des gens de notre famille qui étaient là, et devant tout le monde, et devant Marianne qui ne connaissait pas le sexe, elle a explosé le ballon, et puis il y a plein de paillettes bleues qui sont sorties. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert que c'était un garçon. Et moi, je le savais, j'étais tout seul à le savoir pendant une semaine. Secret super difficile à garder. Ah ouais, Je l'ai dit à un pote d'ailleurs, parce que je ne pouvais plus garder pour moi. hyper original. Donc le papa était au courant avant la maman Ouais. pendant une semaine. Ouais. C'est rigolo comme anecdote. Éléonora? Lors de notre deuxième échographie, notre petit garçon, il a montré son bras et toute sa force. Et donc, c'était clair comme l'eau qu'il allait être un garçon et qu'il allait nous protéger tous, ce qui est le cas jusqu'aujourd'hui. Ah, c'est trop mignon. Alexandre, est-ce que tu parlais à Ambre in utero? Oui, très souvent. Il me semble que tu as fait de l'aptonomie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, et la méthode du toucher affectif. Et le but, c'est d'entrer en communication avec son bébé par du toucher un peu, voilà, un peu tendre et par la voix. Et donc au début, en effet, c'est un peu bizarre, on se dit mais qu'est-ce que je fais machin. Et puis en fait, je me suis assez rapidement aperçu que ma fille répondait à mon appel. Elle répondait à la façon dont je positionnais mes mains, à ma voix. Et du coup, ça m'encourageait à lui parler encore plus. Et nous, quand on était à la maison tout seul, on s'entraînait à faire ce qu'on avait appris avec la sage-femme. Et c'est vraiment une expérience super que je recommande à tous les papas pour entrer en communication avec son bébé avant même la naissance. Ce qui n'est pas forcément simple parce qu'un papa, il a forcément une relation un peu extérieure. Il n'y a pas la relation organique qu'a la maman avec son bébé fusionnelle. Le papa, il y a cette distance physique. Et l'autonomie est un des moyens, je trouve, pour entrer en communication avec son bébé et apprendre à le connaître avant même qu'il naisse. Et vous avez commencé à partir de combien de mois, tu te souviens? Ça devait être au 5 ou 6e mois peut-être. 5 ou 6e mois. Ok, à peu assez près. tôt. Ouais, assez tôt, ouais. Et on en a fait, je dirais, 2-3 mois, quoi. Éléonora? Oui, souvent pendant notre grossesse, c'est vrai que les Anglais disent We are pregnant. Donc, j'ai toujours considéré que mon conjoint et moi étions enceintes. Et bien, nous avions l'habitude de méditer tôt au matin ou tard les soirs. Et ainsi faisant, il me mettait la main sur les ventres, l'oreille sur les ventres. Et il a toujours communiqué environ à partir du 5e mois. Lorsque c'était une vraie petite personne en miniature. Et effectivement, il y a toujours eu des réponses. C'était comme un chant, comme une symphonie. Et oui, c'était notre petite danse avec bébé avant qu'il ne vienne au monde. Jules, Alexandre, est-ce que vous avez connu des angoisses de papa au tout début, au démarrage, pendant la grossesse? Quand on se dit qu'on va devenir papa, peut-être qu'on angoisse à l'idée de se dire je ne vais plus avoir de temps pour moi ou pour faire du sport ou pour aller voir des amis. C'est plus des craintes que des angoisses. Moi, je dirais qu'il y a 2 types d'angoisse. Il y a celle, enfin d'angoisse, de peur. Il y a celle dont Jules parle, c'est-à-dire notre vie à nous. Qu'est-ce que je vais devoir abandonner en fait, parce que mon temps sera plus le même et puis je vais devoir quand même m'occuper un autre humain que moi. Il y a les nuits,
Moi, j'ai quand même eu ça aussi de me dire, putain, je vais plus dormir. Je suis pas un énorme dormeur, mais malgré tout, être réveillé 3 fois par nuit, ou 4 ou 5, ou pas dormir du tout, c'est quand même, ça peut faire peur. Et puis, il y a l'angoisse pendant la grossesse, qui est que la grossesse n'aille pas à son terme. Nous, on avait eu 2 fausses couches avant Ambre. Et donc, il y a toujours cette terreur. Je me rappelle une fois où Ambre ne bougeait plus dans le ventre depuis un certain temps. Et Marine qui me dit, c'est bizarre, elle bouge pas, j'arrive pas à la faire bouger. Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'angoisse qui monte monstrueuse parce qu'elle était déjà à 6 ou 7 mois, donc on est complètement projeté. On a déjà la chambre en tête, on a le prénom. Enfin, Ambre était là, elle était parmi nous, elle existait. Et se dire qu'elle peut disparaître d'un instant à l'autre, surtout qu'on ne voit pas, elle est dans le ventre. Donc on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Ça tord vraiment les boyaux jusqu'au moment où elle rebouge, et grâce à l'autonomie d'ailleurs, en faisant bouger le ventre un petit peu de manière spéciale, elle a répondu à mon appel, donc j'étais super fier. Mais devenir papa, ça peut faire peur, c'est normal. C'est ce que je dis dans mon bouquin, c'est une question d'organisation, c'est une question de... il faut réorganiser un peu sa vie, mais tout en essayant de s'accorder un peu de temps pour soi aussi, pour mieux prendre soin de l'autre, justement. Éléonora? Je trouve qu'en fait, la montée d'angoisse est tout à fait naturelle, est tout à fait organique. Elle permet aussi de passer à une identité qui évolue et à l'être parent, justement. Donc, les mois qui nous séparent de notre connaissance avec le bébé nous permettent ainsi de nous préparer. Pourquoi donc une gestation dure 9 mois? C'est pour nous donner le temps de prendre conscience de ce qui nous attend. Et c'est tout un nettoyage spirituel qui s'est fait très souvent et qui doit être accueilli parce que c'est la vie qui fait bien les choses. Et il faut aussi se dire que tout est cyclique. Donc, notre identité ne sera pas minée à toujours, c'est-à-dire les apéros reviendront, le temps pour notre sport reviendra, alors que les premiers mois de vie de notre bébé ne durent pas si longtemps que ça. Il faut vraiment en profiter à fond et se dire qu'on passera, hélas, à autre chose plus rapidement qu'on ne le croit. Et est-ce que vous avez connu des petites ou des grandes fiertés pendant la grossesse de votre conjointe sur votre rôle de papa? Des fiertés petites, parce qu'on a l'impression de faire moins, mais juste de l'accompagner, de se faire sentir bien, voilà, de l'aider dès qu'elle a besoin de quelque chose, on lui apporte, voilà, de la soutenir quand elle se sent pas bien. Moi, j'en ai déjà parlé, mais oui, un jour où Ambre ne bougeait plus dans le ventre, grâce à ce que j'avais appris en autonomie, j'ai réussi à la faire rebouger alors que ça faisait quand même plusieurs heures qu'elle ne bougeait pas. Et ça a été un énorme soulagement pour nous et j'étais fier de mettre en pratique ce que j'avais appris avec la sage-femme. Donc ça, c'était une grosse fierté. Puis après, la vie d'un papa, elle est peuplée de fierté. Avant la naissance, après la naissance, il faut être fier parce on garde son identité et en même temps, on devient quand même quelqu'un d'un peu différent avec des responsabilités qui sont énormes. Et c'est pas facile tous les jours et il faut se dire qu'on fait de son mieux et apprendre à être fier de donner le bain à sa fille, apprendre à être fier, à se faire broyer la main pendant l'accouchement, être fier de sa femme. Non, mais c'est des existences qui sont pas faciles et en même temps, c'est quand même merveilleux, quoi. Comment avez-vous choisi le prénom de vos filles, de ton fils? Et quel nom de famille avez-vous décidé de lui donner? On cherchait un nom qui soit brésilien parce que elle est brésilienne, ma femme, 100%, donc on voulait un prénom un peu mixte. Puis on voulait aussi un nom de préférence qui se finisse en A, on aimait bien, ça sonne bien. Et voilà, elle m'a proposé vraiment des milliers de prénoms. Et en fait, déjà quand elle a dit Paola, je dis oui. Elle adorait aussi, donc on a dit ok, c'est bon, c'est Paola. Et ensuite pour le nom de famille, on a pris mon nom, je sais pas, on s'est dit de toute façon on va se marier, on va être ensemble, donc on aura le même nom tous, donc on a donné mon nom de famille. Alors nous, c'est drôle parce que c'était chez nos amis à Barcelone, là où on a eu l'épisode de l'écho. Et en fait, mon pote avait un dictionnaire des prénoms de tous les héros qu'il y avait dans la littérature française. Et moi, j'adore la littérature française. Et on est tombé sur Ambre. Et là, ça a fait un déclic. Ambre a rejoint notre shortlist qu'on avait, avec Romy, Emma et Rose, je crois qu'il y avait. Et finalement, moi, je suis resté sur Ambre. Je lui ai dit non, mais j'ai envie que ce soit Ambre. Et comme Marianne l'aimait beaucoup, on est parti sur ce prénom, quoi. Et le nom de famille, du coup? Et le nom de famille, elle a pris nos 2 noms. Le nom de Marianne et le mien. En ce qui concerne les noms, je pars du principe qu'un petit individu qui vient au monde, il vient au monde grâce à 2 individus.
Et du coup, ça m'a paru une évidence, ça nous a paru une évidence d'appeler notre fils avec nos 2 noms de famille qui s'enchaînent l'un après l'autre. Et en ce qui concerne son prénom, eh bien, nous avions tous les 2 des histoires chargées des familles avec des noms qui s'est répétés voilà, de génération en génération. Et nous avons voulu casser avec ça. Et du coup, en se promenant dans les rues de Paris, à un moment, nous nous sommes arrêtés sur une plaque rue de Bellechasse où il y a l'indication d'un certain salon qui était fréquenté par Marcel Proust et Alphonse Daudet. Et du coup, les prénoms Alphonse est resté. Nous avons décidé également de lui donner un prénom italien, donc Leone, tout simplement parce que, voilà, est-ce qu'il est franco-italien? Est-ce qu'il est italo-français? On va voir par la suite, mais de toute manière, nous aimerions bien qu'il se sente chez lui dans les 2 pays. Jules, il me semble qu'avec Agatha, vous faites pas mal de sport. Comment est-ce que vous avez fait pendant la grossesse d'Agatha, du coup? On fait beaucoup de sport. Pendant la grossesse, on marchait 2 heures, 2 heures et demie par jour. On faisait du vélo, parce qu'on allait faire les courses en vélo. Mais après, il y a juste des sports qu'il ne faut pas faire, c'est trop sauter ou courir trop vite. Non, ça, c'est pas bon. Mais tout ce qui est marche, vélo, tout ça, c'est super bon. Éléonora, est-ce que tu veux nous parler un peu activité physique, sexualité, sport? Alors, tout ce qui rime avec un certain rythme, une certaine danse, fait du bien au bébé. En fait, il faut imaginer qu'il flotte dans l'eau et que voilà, plus ça bouge pour lui, mieux c'est. Donc, tout ce qui sont des activités justement douces comme les yogas, à jogging si on était déjà habitué avant la grossesse, un peu de vélo si on était déjà habitué avant la grossesse, bien évidemment. Ce qui est surtout conseillé, c'est d'écouter son corps. Notre corps saura nous dire lorsque nous nous sentirons mal à l'aise vis-à-vis de n'importe quelle activité physique. La même chose s'applique à la sexualité. Il y a des femmes qui ont une libido presque inexistante pendant la grossesse et ça va très bien parce que voilà, ça arrive. Et il y a des femmes qui en revanche ont une libido accrue. Et il faut qu'elles écoutent aussi leur ressenti. Et voilà, donc s'il n'y a pas de contre-indication médicale, on peut carrément conduire notre vie comme auparavant. Fausse couche et difficulté, la grossesse peut être une épreuve. Alexandre, est-ce que tu peux nous partager ton ressenti de papa, fausse couche de Marianne, et nous dire si tu n'as pas des conseils à donner aux papas qui nous écoutent et qui pourraient vivre les mêmes choses? Alors en effet, on a dû affronter 2 fausses couches avant que Ambre ne s'implante dans le ventre de Marianne. À chaque fois, c'était super difficile, pour Marianne bien sûr, parce que elle avait senti la vie commencer à germer en elle, et pour moi aussi, parce que mine de rien, j'avais commencé aussi à me projeter. Quand Marianne m'a annoncé sa 3e grossesse, du coup, j'ai pas voulu me projeter jusqu'à ce qu'on entende le cœur battre chez la gynéco. Là, je me suis dit, ouais, ok, il y a un petit être qui a envie de s'accrocher, qui est là, qui est fort. Mais du coup, pendant assez longtemps, je suis resté un peu à l'écart parce que j'avais pas envie de me projeter comme je l'avais fait, pour pas souffrir en fait comme je l'avais fait. Donc moi, les conseils que je peux donner aux papas qui affrontent une fausse couche, la première chose que j'ai envie de leur dire, c'est que faut garder espoir en fait. S'il y a une fausse couche, ça veut dire que le petit miracle s'était produit et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. D'ailleurs, dans les statistiques, il y a beaucoup de femmes qui retombent enceintes après des fausses couches. Et finalement, une fausse couche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et que finalement, nous, ce qu'on s'est dit en tout cas, c'est que finalement, toutes les fausses couches qu'on a eues avant, c'était des préparations à la petite merveille que Ambre a constituée pour nous. Donc le conseil, c'est de se dire ça et puis d'être présent auprès de sa conjointe. Parce que pour elle, c'est super dur de sentir qu'on a quelque chose qui était en train de vivre en soi et qui a arrêté de vivre, quoi. Vous savez qu'on appelle un bébé né d'une fausse, un bébé qui est né après des fausses couches, c'est un bébé qu'on appelle arc-en-ciel. Moi, j'ai écrit un article là-dessus où je dis que finalement, c'est un fruit de pluie et de lumière, quoi. C'est qu'il y a eu la pluie, il y a eu les larmes, et puis maintenant, il y a la lumière, et donc ça fait un bébé arc-en-ciel. Je trouve que c'est assez joli et ça permet de prendre les choses avec un peu de poésie et de philosophie, quoi. L'accouchement, le séjour à la maternité et le rôle du papa. Jules, Alexandre, est-ce que vous voulez nous raconter comment vous avez épaulé vos conjointes
au moment du top départ à la maternité, au moment de l'accouchement? J'avais des contractions, mais ça allait. Et à un moment, vers minuit, on se couche 5 minutes et au bout de 5 minutes, elle me dit non, vraiment, je peux pas, je pense que je vais accoucher. Nous, on habite dans le 15e et Agathe a accouché à Suresnes. Donc c'est quand même 25 minutes de route pour en rouler doucement parce que qu'à chaque fois qu'elle avait une contraction, ça lui faisait tellement mal que chaque vibration de la voiture accentuait. Donc c'était horrible, donc il fallait que je m'arrête. Donc heureusement, il n'y avait personne sur la route, enfin il y avait moins de monde. Mais du coup, des fois, je m'arrêtais en plein milieu de la route et je ne pouvais pas bouger, quoi. Et donc, on a mis longtemps à y aller. Ils nous disent vers 2 h du matin, bah non, elle n'est pas prête. J'ai commencé, elle est en train de souffrir à mort et tout, c'est pas encore. Donc non, finalement, du coup, on rentre à la maison à 2 h du matin. Et là, à 5 h, elle me réveille en me disant, ah, je crois que j'ai perdu les os. Et du coup, ben, on y va, toujours en s'arrêtant toutes les 3 minutes parce qu'elle avait trop mal. Et on arrive à la maternité à 5 h, vers 11 h 30. 11 h 30 du matin, et là on nous dit bon bah le col il s'ouvre trop lentement et le cœur du bébé commence à battre vite, une césarienne. Donc il nous dit bon bah là on va accoucher en 5 minutes. En fait tu vois, en fait on nous dit d'un coup 15-20 heures et 5 minutes après on revient, on nous dit dans 5 minutes c'est bon. Du coup t'as même pas le temps de te préparer, dire ça y est là mon bébé il arrive quoi. Donc c'est un peu brusque mais bon moi, j'attends, je me mets en tenue puisqu'il faut une tenue chirurgicale quoi pour pas mettre de bactéries. T'es rentrée dans la salle de naissance pendant la césarienne? Ouais, moi j'y suis allé, moi je parlais à Agathe et du coup je lui parlais et à un moment donné on a entendu notre fille au bout de 5 minutes, hein, même pas, c'était rapide. La maman elle reste encore parce qu'ils doivent refermer le ventre et tout donc moi je suis allé m'occuper de tous les premiers soins avec l'infirmière de Paola et puis après 45 minutes peau à peau avec Paola, comme ça elle venait juste de sortir du ventre, alors c'était magnifique quoi. Et toi, Alexandre, est-ce que tu peux nous raconter le départ à la maternité et comment tu as épaulé ta conjointe, comment tu as épaulé Marianne dans ces premiers moments? Moi, ma grosse crainte, c'était le trajet pour y aller. D'une part parce que j'ai mon permis, mais je conduis pas parce que j'ai pas conduit depuis 10 ans et du coup, j'ai un peu honte, mais bon, c'est comme ça, il faudrait que je reprenne des cours. Et qu'on était, nous, c'est vraiment bête, hein, mais on a notre appartement qui est à 1 minute à pied de la maternité, sauf qu'il était en travaux, que les travaux n'étaient pas finis alors qu'ils auraient dû être finis, et qu'on logeait dans l'appart de mes parents à l'autre bout de l'Île-de-France. Et du coup, je m'étais dit, pour peu qu'elle perde les os à 6 h du mat, on va mettre 8 h pour y aller avec les bouchons, quoi. Bon, elle a perdu les os à 4 h du matin. Du coup, l'annonce très simple, elle allume la lumière. Chaton, je crois que j'ai perdu les os. Ah, d'accord. Donc là, le cœur qui explose. Et elle était super sereine. Voilà, elle était bien. Bon, elle avait mal, mais elle encaissait bien la douleur. Donc moi, j'appelle mon père, disant, qui gardait son téléphone depuis quelques jours auprès de sur sa table de chevet. Papa, tu peux venir nous emmener à la maternité? Donc là, papa, il débarque 10 minutes plus tard. Et donc j'aide Marianne à préparer la valise de maternité qui était déjà prête, mais à mettre les dernières choses. Elle se fait toute belle, toute pimpante. Enfin, elle avait envie de réussir son accouchement, je sais pas. Voilà. Et du coup, on se met en route. Et après, on est pris en charge. Il vérifie qu'elle a bien perdu les os. Elle était déjà à 3 ou 4, je crois. Enfin, le truc s'était engagé, quoi. Et après, il nous emmène dans notre chambre. Et là, je découvre qu'il y a deux lits. Sa me dit, ah, mais je pensais qu'on aurait une chambre tout seul et tout. Il me fait, non, mais le lit, c'est pour vous, en fait. Je fais, ah, trop bien. Donc en fait, on avait chacun notre lit dans une énorme chambre. Enfin, franchement, c'était royal. Et du coup, jusqu'à ce qu'elle soit à 4 ou 5, je crois, on est resté debout et on dansait. En fait, on se mettait des musiques de Disney, on dansait. Il nous disait, tant que vous pouvez bouger et que Marianne peut rester debout ou faire de l'exercice, ça fait descendre le bébé tranquillement, donc allez-y. Et puis à un moment, bon, ils nous ont quand même fait descendre en salle de travail. Et bon, là, il se passe plein de choses. Hein. Ça a duré peut-être 5-6 heures. Où à un moment elle a demandé la péridurale parce qu'elle avait décidé d'attendre jusqu'à ce qu'elle puisse plus tenir. Et quand elle avait vraiment trop mal, elle a demandé la péridurale. Donc la péridurale est arrivée. Il y a eu des petites mésaventures avec la péridurale parce qu'elle s'est retrouvée à sec. Donc à un moment elle avait trop mal. Et juste avant d'accoucher, ils lui ont remis une grosse dose. Donc en fait après, elle sentait plus rien pour pousser. Et ça a été assez embêtant parce que pendant l'accouchement, du coup, on a eu ce gros stress, c'est que le temps passait, et qu'au bout de 45 minutes, le bébé était pas encore complètement sorti, et que Marianne disait, mais j'ai plus de contraction, enfin, j'arrive plus à pousser, en fait, je sens rien. Ils ont fait venir une médecin, du coup, et à partir de là, ça a commencé à être un peu stressant parce que nous, on voulait qu'elle accouche sur la musique du Roi Lion, enfin, on s'était fait tout un truc. Là, c'est devenu un peu moins, voilà. Et puis finalement, la médecin, elle a fait une petite incision, et du coup, Ambre est née. Premier cri, donc là, explosion dans le cœur, voilà. Ils l'ont posé directement sur Marianne. Et ensuite, ils l'ont posé sur moi. Donc on a vécu la même chose. Enfin, le premier pot à pot avec son bébé, c'est un truc, c'est juste, on se dit, c'est incroyable, quoi. Déjà, on la voit pour la première fois, donc on découvre un nouvel être.
c'est juste merveilleux. Sa peau, elle est douce, mais on peut même pas la comparer. Je sais pas, c'est même pas de la peau de pêche, c'est encore plus doux que ça, quoi. C'est moi qui ai coupé le cordon avant. J'étais assez fier, mon plus beau coup de ciseau, je pense, de ma vie. Et puis après, on est remonté dans notre chambre. Et le séjour à maternité s'est super bien passé, si ce n'est qu'elle avait du mal à prendre le sein. Et que du coup, ils nous ont gardé plus longtemps que ce qui était prévu. Et on a pu revenir chez nous et puis démarrer notre nouvelle aventure, quoi. Voilà. Ce qui est important dans la naissance de son bébé, c'est de faire un projet de naissance. Parce qu'on peut contrôler peu de choses. On peut souhaiter à ce que la naissance se passe d'une certaine manière, mais nous ne sommes pas certes du tout de ce qui va arriver. Et puisque les moments venus, nous sommes en fibrillation totale, c'est véritablement sur les projets de naissance que nous nous sommes appuyés parce que c'était quelque chose que nous avons préparé la tête fraîche, voilà, et qui prévoyait que mon conjoint coupe les cordons ombilicaux, qu'il y ait certaines musiques pour accompagner l'accouchement, qu'il y ait aussi des lumières douces, évidemment artificielles, mais qui puissent créer une atmosphère tamisée et conciliante à un certain calme, parce que je ne voulais pas mettre au monde mon fils en criant. Et donc, je voulais que tout ce que je voyais, que je ressentais avec mes 5 sens, puisse justement m'apaiser pour m'amener à lui donner la bonne bienvenue dans le monde. C'est vrai que la naissance est quand même les traumas les plus intenses que chaque être humain puisse prouver. Donc, je me sentais très, très responsable par rapport à ces moments. Et la chose la plus merveilleuse a été que lorsque la tête de bébé est sortie, les médecins m'ont dit « Maintenant, madame, prenez votre bébé ». Et donc, c'est moi qui l'ai sorti avec mes mains de mon ventre, tout en n'est pas connaissant comment, en fait. Et en fait, j'étais extrêmement insécure. Quand on m'a demandé, j'ai dit, mais docteur, finalement, il a plein de savon. Non, pas, je vais le faire glisser, ça ne va pas le faire. Et il m'a dit, madame, ayez confiance, vous êtes biologiquement faite pour prendre ces bébés dans vos mains. Donc, sortez-les, ce n'est pas mon rôle, c'est les vôtres. Et donc voilà, donc j'ai pris le pouvoir en ces moments et évidemment ces premiers regards avec bébé qui par la suite va être aveuglé pendant les premiers 2 mois environ, ces premiers regards est d'une puissance presque effrontée et qui évidemment me restera dans le cœur pour toujours. Paola est née en plein Covid. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous trois? Nous, on n'avait pas le droit de recevoir qui que ce soit. Donc, il n'y a qu'une personne par jour qui pouvait venir dans la chambre. Donc, si c'était quelqu'un d'autre, moi, je ne pouvais pas y aller. Donc, on s'est mis d'accord. On a dit non, il n'y a que moi qui viens parce que sinon, je ne peux pas voir ma fille qui vient de naître pendant une journée entière. Enfin, c'est horrible. Moi, en fait, je restais tout le temps, j'étais tout le temps là. Vu que la une césarienne, il y a eu une sorte de petite bactérie, je crois, que le bébé a attrapé en sortant à l'accouchement. Et du coup, elle a été sous antibiotiques, Paola, pendant 1 semaine. Donc elle avait un petit bracelet comme ça, une petite dans la main, une petite piqûre dans la main. Et ensuite, c'était au niveau du pied. En fait, donc, ce qui est bien, c'est qu'on est resté 1 semaine. Et moi, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que, en fait, 3 jours, ça aurait été trop court. On n'a pas le temps de s'habituer, en fait, nouveaux gestes, le bain, les traitements, les soins. Là, on a vraiment eu 1 semaine pour apprendre à s'occuper de notre bébé. Et c'est vachement important, je trouve. Parce qu'on a de l'aide, on a les infirmières qui sont là. Dès qu'on a une question, on peut les appeler et dire ah, comment on fait ça. Et là, moi, je trouve que c'est hyper important. Franchement, 3 jours, je pense que c'est trop court. C'est une bulle hors du temps, la maternité, je trouve. Enfin, on est en sécurité, on appelle, on a une infirmière qui vient de jour comme de nuit. Et finalement, c'est comme un sas entre 2 planètes. Moi, c'est la métaphore que j'utilise dans mon livre, c'est qu'il y a notre ancienne vie, notre ancienne planète, ce sas de la maternité, et puis ensuite la nouvelle planète où là, on est un peu, en tout cas en France, livré un peu à nous-mêmes, je trouve. Alors, il y a une infirmière qui vient au début, mais c'est quand même moins bien organisé que dans certains pays. Et du coup, je suis assez d'accord, 3 jours à la maternité, c'est vraiment très court. Enfin, on apprend à devenir parent, c'est quand même un bouleversement de l'existence. Et le retour chez soi peut être, livré à soi-même, peut être un peu compliqué, quoi. Lors de la naissance d'un bébé, une mère et un père naissent aussi.
Et cela nécessite un cocooning, nécessite de l'intimité. Je trouve qu'un des privilèges du Covid, qui nous a terrassés tous, bien évidemment, ça a permis au couple justement de vivre ces moments de sacrée trinité et ces moments de formation accélérée à la parentalité qui, par un simple bouton, répondait à toutes nos questions en fait. J'avais une puéricultrice, une infirmière qui m'expliquait absolument tout. Comment donner les soins, comment donner les bains, comment répondre aux nécessités primaires de notre bébé. Je pense que le cataclysme identitaire est tel qu'il faut, de manière saine, il faut nécessairement un tout petit peu d'intimité pour pouvoir créer les justes reculs afin de l'articuler par la suite. Alexandre, Jules, est-ce que vous avez eu des angoisses au retour de la maternité quand vous êtes rentrés à la maison? Moi, c'était pas une angoisse, mais c'était plutôt une pensée drôle, c'était de dire, je tenais le petit landau comme ça avec Paola et dire voilà, maintenant, ouais, c'est bon, maintenant on habite, on est trois quoi. C'est marrant parce qu'on rentre, on a l'impression que c'est une nouvelle vie, on a l'impression que c'est très bizarre comme sensation en fait. C'est le J'ai du même mal lieu à- qu'avant, c'est le même appart, Ouais, sauf que tu as une vie en plus, quoi. ouais, ça fait très différent. On a l'impression que, Mm. c'est très difficile à décrire. J'avais du mal même à dormir des fois parce que je voulais toujours m'assurer qu'elle respire. Ouais. Quand j'entendais pas, je me mettais comme ça, j'écoutais T'es sa sûr qu'elle respire respiration. là? Ah ouais, vraiment, moi j'ai checké tout le temps, j'avais trop peur. Et du coup, je dormais même moi moins bien parce que je checkais tout le temps, je Ah mettais ouais, la main sur son ventre ou j'écoutais. Donc les papas font ça aussi, Ouais, parce oui. que les mamans font ça aussi. Ou alors C'est même moi drôle je mettais d'entendre ça, mon doigt devant son nez, voir s'il y avait un souffle comme ça. Et maintenant elle me regardait au milieu de la nuit, tu sais, les yeux exorbités dans la pénombre. Respire, respire. Je sais pas. Ouais, si c'est bon, respire. Ouais, Ouais, ça c'est la fait vie de peur, jeunes hein. parents. Bah, déjà, la même sensation. Enfin, quoique nous, c'était encore différent parce qu'on n'était pas dans notre appart qui était en travaux, on était chez mes parents. Donc on avait ce facteur aussi qui fait que, en fait, on a remménagé notre appart, on avait 3 semaines, rien n'était prêt. En fait, Marianne allaitait Ambre sur un carton avec des ouvriers qui passaient la tronçonneuse derrière. Enfin bon, c'était un truc. C'est pour ça, après avoir vécu ça, on se dit qu'un bébé, il n'a pas besoin de grand-chose, si ce n'est de l'amour de ses parents et puis un peu de nourriture, quoi. Mais non, des angoisses. Moi, j'avais l'angoisse du poids. Parce que comme on en avait perdu beaucoup à la maternité, que la montée de lait continuait à être un peu difficile, à chaque fois que, je sais pas si c'était une infirmière ou une sage-femme venait nous voir, donc quasiment tous les jours, j'étais un peu inquiet de savoir si elle continuait à perdre du poids ou si elle arrivait à en reprendre, combien. Donc ça, moi, mon angoisse, c'était vraiment sur cette question de poids, quoi. Donc la charge mentale de la maman, c'est un grand sujet. Alexandre, Jules, comment est-ce que vous avez un peu, on va dire, allégé la charge mentale d'Agathe et de Marianne les premiers mois, les premières semaines? Le maximum qu'on peut faire, c'est faire. Moi, j'essaye de faire les soins, le bain, la nuit, la bercer, plein de choses. Quand maman a besoin d'un repas, je vais lui acheter à manger. Essayer de faire un peu de tout. Alors moi déjà j'aime pas trop des expressions type aider la maman ou alléger. Non, en fait on prend sa part, quoi. Et donc moi un peu comme Jules, je faisais ce que je pouvais, mon maximum. Donc en effet donner le bain, aider à l'allaitement, après toutes les tâches ménagères. Bon c'est déjà moi qui m'en occupais, mais je continuais du coup à faire à manger bien sûr, nettoyer, enfin vraiment tout ce que je pouvais faire. Après, j'ai dû reprendre le boulot assez rapidement au bout d'à peu près 2 semaines. Puis j'ai repris ensuite le boulot pendant 2 semaines et ensuite je suis retourné en congé paternité. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas été sur une longue période de temps aux côtés de Marianne. C'est aussi pour ça que je me suis engagé. Et voilà, moi le message que je donne au papa, c'est mais investissez-vous, mettez les mains dans les couches, participez aux tâches ménagères. C'est pas à la maman qui en plus sort d'un accouchement, qui est fatiguée, qui a fourni un effort physique monstrueux, qui doit se reposer au maximum, de tout faire. Donc on s'investit, quoi. Voilà. Eleonora, tu en penses quoi? Donc je reviens à la communication. Comment puis-je t'aimer davantage en ces moments où tu en as tellement besoin? J'ai envie de t'aimer bien. Show me the way. Montre-moi la voie pour mieux le faire. Et donc, il faut toujours se mettre un rappel de demander
une fois par jour à sa femme, à sa conjointe, comment peut-on l'aider davantage et qu'on puisse évidemment nommer cette aide. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas l'imaginer et nous, de temps à autre, espérons que vous puissiez l'imaginer naturellement. L'important, c'est de se parler. Jules, Alexandre, est-ce que vous prenez un peu des temps de couple? Bon, alors Paola est plus petite que Ambre, mais est-ce qu'il vous arrive de conserver des temps à deux, sans vos enfants, sans vos filles? Nous, j'avoue que c'est compliqué parce qu'on n'a jamais eu l'occasion. Elle est encore un peu jeune, donc on n'avait pas l'occasion de la faire garder. Le meilleur temps à deux qu'on a eu récemment, c'est pour venir à ce petit podcast. Bah oui, parce que Ambre est gardée. Du coup, on s'est fait un petit déjeuner dans un restaurant à côté à Saint-Germain, là. Et on s'est regardé pendant le restaurant, enfin pendant le déjeuner, on s'est dit, mais on est trop bien, quoi. Et donc, non, on n'en fait pas beaucoup. On essaie de s'en organiser quand même. Tous les ans, par exemple, on essaye pour l'anniversaire ou Noël de s'offrir, je sais pas, un petit staycation ou se faire une petite virée en amoureux, mais c'est limité à, allez, 2-3 fois par an où on se fait un truc un petit peu exceptionnel. Après, on essaie de la faire garder de temps en temps par mes parents, mais ça reste assez rare. Et pour autant, je suis d'accord avec Nona, c'est assez précieux. Il faut savoir prendre du temps pour soi, se ressourcer en énergie pour remettre cette énergie positive auprès de son enfant et dans sa famille. Mais c'est pas forcément simple à faire. Puis en plus, on est vraiment bien avec notre fille aussi, donc on n'en éprouve pas un besoin terrible non plus, mais ça fait du bien de temps en temps. Éléonora, tu veux nous partager quelque chose? C'est très important de garder les différentes dimensions de soi pour justement ne pas les regretter à un moment donné. Et on est toujours à un millimètre près de regretter quoi que ce soit, parce que nous sommes des êtres sensibles, voilà. Je parle des mamans en particulier, mais j'imagine pour les papas aussi. Souvent, quand on va dans un avion, on se rend compte qu'on nous dit de se mettre les masques d'abord et ensuite de les mettre à nos enfants. Je pense que la même chose devrait s'appliquer dans la vie de tous les jours. Il faut créer des célébrations avec notre conjoint. Comme on a la célébration du bain tous les soirs avec notre enfant, eh bien avec notre conjoint, tu parlais des staycations, on peut tout à fait, si on n'a pas ni les moyens ni les temps de se permettre une vacance, élaborer avec un peu d'imagination des moments doux à deux où l'on puisse véritablement échanger et faire les points et surtout rire beaucoup. Merci Éléonora, merci d'être venue aujourd'hui nous partager tous tes conseils et ton expérience. Merci beaucoup de m'avoir reçue, Hortense, dans ce cocoon merveilleux qui est Tartines et Chocolat. On va parler congé paternité. Il passe de 11 jours à 25 jours le 1er juillet prochain. Alexandre, tu as œuvré pour son rallongement. Déjà, comment tu as œuvré pour ce rallongement et que penses-tu de ces jours supplémentaires? Donc j'ai écrit une première lettre ouverte au gouvernement, donc, qui a été vue pas mal de fois, plusieurs millions de fois. Grâce au système de partage de ma communauté sur Facebook et sur Instagram. J'ai été contacté par des médias pour relayer mon combat, notamment Combini qui ont bien poussé le truc. Et ensuite, en avril 2020, on a décidé avec d'autres papas influenceurs entre guillemets sur Instagram et qui sont engagés comme moi de créer un collectif et de publier une lettre, une tribune pour réclamer un allongement du congé paternité en espérant qu'avec le relais de nos communautés respectives et des médias, on puisse attirer l'œil du gouvernement. Donc ça a fonctionné, puisqu'on a été repris par 30 ou 40 médias. Et dans la foulée, on a été contacté par le cabinet d'Adrien Taquet, le secrétaire d'État à l'enfance, avec qui on a pu discuter du coup. On a fait une réunion avec lui par Zoom, parce que bon, à l'époque, Covid oblige. Et en fait, en septembre, du coup 2020, on s'apprêtait à écrire une nouvelle tribune parce qu'on voyait que les choses ne bougeaient pas. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron a annoncé l'allongement du congé paternité. Donc moi, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. 28 jours, 25 plus 3, c'est bien. C'est un beau progrès. Pour moi, ce n'est pas encore assez. Dans les pays nordiques, ils sont à plusieurs mois de congé paternité et on voit déjà les effets en termes d'égalité homme-femme. On voit les effets en termes d'épanouissement pour le papa, pour la maman, pour le bébé. Donc en fait, pour moi, plus le congé paternité sera long, plus on aboutira à une société qui sera juste, égalitaire et épanouie. Il y a 100 000 mamans qui souffrent
à peu près de dépression, alors, entre guillemets dépression postpartum, mais en tout cas qui souffrent des effets d'une solitude et d'un stress énorme parce qu'elles sont livrées à elles-mêmes après la naissance. Ça, c'est pas possible. On sait aujourd'hui que quand un recruteur il voit arriver une jeune femme, il a un petit truc qui s'allume dans sa tête, risque maternité, voilà. Il faut que ça se soit aboli. Qu'en voyant un jeune homme arriver, ils se disent la même chose pour qu'on soit tous égalitaires face à une proposition d'emploi. Le bébé, il a besoin de créer des liens d'attachement forts avec son papa et sa maman. Une maman, quand elle est fatiguée, elle est stressée, elle transmet ce stress à son bébé, il va sécréter du cortisol. Le cortisol, ça crée des maladies auto-immunes, ça détruit des neurones dans le cortex préfrontal. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais toutes ces questions m'intéressent beaucoup. Donc, en fait, c'est une question de santé publique, le congé paternité. Pour le papa, parce qu'il a besoin de prendre son temps pour enfiler son costume, pour la maman et pour le bébé. Donc, c'est pour toutes ces raisons et bien d'autres, mais on n'a pas non plus 2 heures pour en parler, que je me suis engagé. Donc j'ai une dernière question pour vous, Jules et Alexandre. Si vous aviez quelques conseils à donner aux futurs papas qui nous écoutent, ou aux jeunes papas qui nous écoutent, quels seraient-ils? Moi, ce que j'aurais comme conseil, c'est juste d'être prêt soi-même. Avant de devenir papa, il faut être bien dans sa tête, bien dans son esprit, savoir la patience, le contrôle de ses émotions. C'est aussi un état mental que moi j'ai travaillé avec le sport de haut niveau pendant des années. Accueillir la nouvelle, quoi. Ouais, mais en fait, En c'est une étant bien en gestion soi. de soi. Ouais. Une gestion de soi pour être capable de gérer déjà un bébé et puis tous les événements, quoi, en général. Si mentalement on est fort et qu'on sait se gérer, etc., ça sera facile. Mais si on n'est pas prêt mentalement, si on n'est pas assez fort, si on ne sait pas se canaliser, gérer ses émotions quand c'est dur, quand il n'y a pas de sommeil, quand il y a du stress, etc., là, ce sera difficile. Donc moi, je pense qu'il faudrait d'abord que tout le monde soit prêt dans sa tête avant de penser à faire des enfants. Parce que si on ne sait pas s'occuper de soi-même, on ne va pas pouvoir gérer aussi bien quelqu'un d'autre. Donc moi, je pense que ça, c'est très important. Merci. Et toi, Alexandre? Moi, je dirais, et c'est ce que je dis dans mon bouquin, donc premier conseil, lisez-le. Non, plus sérieusement, pourquoi je l'ai écrit, c'est je veux dire au papa, c'est ok d'avoir peur, c'est normal d'être angoissé, on a le droit. Maintenant, une fois que bébé est là, il faut s'engager. Il faut y aller, il faut mettre les mains dans les couches. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, je prends l'exemple en fait de quand j'étais à l'école et qu'on devait préparer le bac de SVT ou de physique-chimie et que pendant les TP, je faisais rien. Moi, je jouais à la pipette avec mes copains. Et ben forcément, le jour du bac, j'étais beaucoup moins prêt que ceux qui avaient travaillé. Ben voilà, c'est pareil. Il faut y aller, il faut s'entraîner, il faut donner le bain. Dès la maternité, il faut s'engager, il faut y aller. C'est une expérience qui est merveilleuse pour peu qu'elle soit vécue à 100% et avec toute l'intensité de son être. Et voilà, il faut y aller. C'est important pour soi et important pour les autres, pour sa famille et pour même la société en général. Et moi, j'aurais juste ajouté aussi qu'il y a les cours à l'accouchement. Exactement. Et les cours à l'accouchement, ça m'a vachement aidé. Je suis allé à tous avec Agathe. Et ça m'a vachement aidé parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui nous ont aidé à préparer justement l'accouchement. Et puis ça, c'est très important aussi. Enfin, c'est intéressant. Tout en sachant que la naissance, c'est un tsunami et qu'on a beau être prêt, on est toujours surpris. Mais en fait, le fait de se préparer avant, ça met dans une posture. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'on va être un roi tout de suite du bain parce qu'on a donné un bain à un faux bébé. C'est juste qu'on se met dans une optique où se dire « Ok, je me suis préparé, j'ai envie de m'investir. » Une fois que bébé il est là, bah, on est prêt mentalement, mais comme avoir une compète de tennis pour Jules. Et ensuite, on y va. Et un risque qui arrive, mais en tout cas, Ouais, c'est ça. on y met de l'intensité, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus aujourd'hui. Merci Hortense, merci beaucoup. De nous avoir partagé tous vos bons conseils et votre expérience. Il n'y a pas de quoi, c'était un vrai plaisir. Merci, c'était super. Merci.